soldats. Permettez-moi de saisir, Monsieur le Président, la présente occasion pour remercier nos différents partenaires engagés à nos côtés dans ce combat contre le terrorisme. Je voudrais en particulier remercier la France, dont l'action à travers l'opération Barkhane constitue un atout majeur dans le rapport de force contre nos ennemis. Je remercie également les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, ainsi que tous les autres pays engagés à nos côtés selon diverses modalités aussi précieuses les unes que les autres. Monsieur le Président, il me paraît néanmoins indispensable de relever ici que l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comporte des lacunes qui méritent d'être identifiées et prises en charge. En effet, ce terrorisme tire une grande partie de ses ressources financières du trafic transsaharien de la drogue en direction de l'Europe et de l'Asie via la Libye. L'essentiel des armes qui inondent le marché de la violence terroriste sahélienne viennent également de Libye. Nous sommes, me semble-t-il, en l'espèce face à une problématique qui n'est pas particulièrement compliquée. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas été possible de mettre en place un dispositif adéquat avec les moyens nécessaires à cet effet pour combattre ce phénomène convenablement? Il est temps, Monsieur le Président, que notre réflexion collective, les grandes puissances présentes dans cette région et la communauté internationale de façon entière, avec nous, les pays de cette région, il est temps qu'ensemble, nous puissions engager une réflexion bien plus pertinente que nous l'avons fait jusqu'à présent, de façon à définir une action qui soit efficace dans la lutte contre le trafic de la drogue et le trafic des armes au Sahel. Ce phénomène que vous décrivez est un phénomène qui existe également au Niger même. Oui, les troupes de l'EIGS sont, pour plus de la moitié, à mon avis, composées de jeunes du Niger. Donc vous posez un très bon diagnostic. Mais face à un ennemi qui vous est commun, Monsieur le Président, vos voisins du Mali et du Burkina ont choisi une solution qui est un peu celle du tout militaire, avec au Burkina notamment la levée en masse de volontaires civils, les VDP. Est-ce qu'à votre avis, ce type de stratégie, je sais que ce n'est pas la vôtre, mais est-ce que ça peut être fonctionnel? Si c'était fonctionnel, cela aurait été notre option propre. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires. Et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Malheureusement, aujourd'hui, on en voit les résultats. Est-ce que ce n'est pas parfois perçu comme un risque aux yeux de l'opinion d'apparaître comme trop dépendant de la France? Est-ce que l'opinion nigérienne comprend? Mais les Nigériens qui m'ont élu, et qui me font confiance jusqu'à preuve du contraire, ils attendent de moi, d'abord, que je leur assure la sécurité. C'est la première des choses qu'on me demande. Les gens des villages qui sont victimes de terrorisme ne savent pas qu'il y a des Français ici au Niger, ou des Américains, ou des Russes. Ça peu leur importe de savoir qui c'est. Lors de notre dernière interview, il y a 1 an et demi, vous avez conseillé à Assimi Goïta de ne pas se représenter, je me souviens. Bon, il ne semble pas vraiment vous avoir entendu. Est-ce que ce conseil, vous lui redonneriez aujourd'hui encore? Oui, bien sûr. Je vais le lui donner. C'est son engagement qu'il a pris. C'est un officier. Je suis sûr qu'il sait que c'est son honneur. Vous avez toujours considéré le Tchad comme un cas à part.
est-ce que néanmoins vous formuleriez le même conseil à Mahamat Idriss Déby Itno? Qu'il ne se présente pas. Ils nous en avaient fait la promesse. Il me semble qu'ils ont organisé un forum. Ils ont levé cette mesure. Je ne veux pas être plus tchadien que les Tchadiens. La violence dans le Sahel, elle procède de la combinaison d'un certain nombre de facteurs à caractère structurel, d'autres contingents. C'est une zone qui est parmi les zones du monde la plus impactée par le phénomène du changement climatique, qui a remis en cause un certain mode de vie qui avait cours, plus précisément le mode de vie pastoral. Nous avons considéré que ce fléau, pour y faire face, il faut combiner diverses actions. La première, c'est de promouvoir malgré tout. Et pour cela, justement, nous avons un défi devant nous. Il s'agit de promouvoir la démocratie, de promouvoir l'état de droit, le respect des droits de l'homme. Combinons cela avec un renforcement des capacités de notre armée. Là également, les États-Unis doivent pouvoir nous entendre pour notamment nous soutenir dans nos revendications à l'occasion des débats sur le changement climatique. Non, il n'y a pas eu de promesses. Tous les entretiens que j'ai eus ne sont pas de nature à donner lieu à des promesses. Ils sont plutôt dans une phase d'écoute. Je ne sais pas si par la suite ils vont faire des annonces. Vous sortez de la COP27 et vous aviez plaidé aussi la même cause. Oui, tout à fait. Voilà, donc nous réitérons ce que nous avons dit à la COP27. Nous disons au gouvernement américain que nous avons besoin de projets d'infrastructures importantes, surtout dans le domaine du chemin de fer, des routes. Et donc, ce sera autant de choses que nous aurons à dire, nous. Pour aller directement dans la lutte contre le terrorisme, j'ai l'impression que les États-Unis sont déjà présents au Niger. Oui, tout à fait. Et à quel niveau, quelle est l'importance de la présence militaire américaine? Les Américains interviennent dans la formation de nos forces spéciales, dans leur équipement. Ils interviennent beaucoup dans le renseignement parce qu'ils ont des drones justement pour nous renseigner. Ils coopèrent surtout avec les Français dans le domaine du renseignement et nos services coopèrent avec les uns et les autres. À trois, je pense que nous avons une très belle coordination qui est très utile, qui est efficace et qui est vraiment utile, comme je viens de le dire. Les Américains nous assistent dans un certain nombre d'équipements. Hier seulement, ils nous ont remis un avion C-130 de transport de troupes. Il y a de cela une année, ils nous en avaient donné un autre. Ce sont des avions qui coûtent extrêmement cher et qui sont très utiles. Nous n'aurions pas pu les acheter nous-mêmes. Voilà, donc l'intervention des États-Unis dans notre combat contre le terrorisme est très importante, elle est très utile et efficace. Terrorisme, est-ce qu'on peut combattre le terrorisme qui est dans la région du Liptako là-bas, entre le Burkina Faso, le Mali, la région de Ménaka, sans avoir de coopération avec les autorités maliennes et les autorités du Niger? J'ai l'impression que c'est des gouvernements qui ne disent pas du bien, des noms d'oiseaux et tout, alors que l'essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que le Niger peut se battre dans cette région sans le Mali et sans le Burkina Faso? Bon, on a tenté le G5 Sahel, mais ça n'a jamais été tout à fait efficace. Mais vous n'aviez pas d'argent aussi pour le G5 Sahel. Mais pourquoi on n'a pas d'argent? Comment peut-on planifier quelque chose pour lequel on n'a pas d'argent? C'est trop facile de se défausser sur l'extérieur. Je pense que si on était rigoureux et que le G5 Sahel pouvait servir de base d'une belle coordination, nous nous serions donné les moyens de faire en sorte... Il est devenu moribond parce que le Mali est sorti. Oui, mais même quand le Mali était dedans, il faut faire l'évaluation quand même. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un contingent tchadien, de bataillons tchadiens qui était venu au Mali
mais ils n'avaient pas de vis-à-vis malien dans la zone. Ils ont été obligés de se replier au Niger, rester un certain temps à Terra, puis retourner chez eux. Combien de fois nous avons planifié des opérations conjointes qui n'ont jamais eu lieu? Je pense qu'il y a des États qui ont toujours été faibles. C'est en 2011 que nous avons programmé notre première opération transfrontalière que nous avons appelée Mali-Béro entre le Mali et le Niger. En octobre 2011, nous avons mobilisé nos 2 bataillons, mais en face, il n'y a rien eu du côté du Mali. Et depuis lors, la situation du Mali n'a continué qu'à se dégrader. Regardez les difficultés que le Mali a aujourd'hui à mettre en œuvre l'accord de paix. Donc, je pense que le Mali est dans une situation de grande difficulté depuis longtemps. Or, le terrorisme, c'est au Mali. Et pour l'aider, la CEDEAO prend des sanctions contre le Mali. C'est pour les aider alors? C'est pour les aider? Oui, quelqu'un qui a de grandes difficultés, on ne prend pas des sanctions contre un pays comme ça. Bon, moi, je ne suis pas venu pour polémiquer avec vous sur cette question-là. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui avons écrit les textes de la CEDEAO. Ils datent de très longtemps. Nous n'avons fait qu'appliquer les textes. Et si vous pensez que des sociétés d'aujourd'hui peuvent se passer des textes qui régissent leur fonctionnement, je pense qu'on va renoncer à tout en ce moment et nous serons en danger. Ici, ce pays où vous êtes, il y a une constitution, il y a des lois et vous les respectez. Et personne ne fera grief à une autorité qui décide de prendre les mesures qui découlent d'une infraction que vous aurez commise, que vous soyez faible ou que vous soyez fort. Je pense que la CEDEAO est un cadre de vie en commun régi par des règles. Et ces règles n'ont pas commencé à s'appliquer contre le Mali aujourd'hui. Ça a commencé à s'appliquer au Mali en 2012. Personne n'avait eu à redire. Ça s'est appliqué contre le Niger. Ça s'est appliqué contre d'autres pays auparavant. Mais pourquoi en 2021, quand on veut appliquer les mêmes règles, il y a un problème? Non, le problème, c'est que c'est un pays qui est à genoux, qui a besoin d'aide. Mais attention, nous sommes en train de parler d'appliquer des lois. Mais moi, j'ai écouté le ministre malien que nous avons reçu à l'UEMOA. Il nous a dit que la situation de leurs finances n'a jamais été aussi bonne que maintenant. C'est votre parole à vous qu'il faut croire ou sa parole à lui? Et ça s'est passé en 2022, me semble-t-il, en début d'année. Le président